table ronde ou un atelier, un échange sur le métier de RSSI, sur ses évolutions, sur les questions qu'on se pose tous à un moment ou à un autre dans notre carrière. Est-ce qu'on doit évoluer dans notre métier, se spécialiser, se généraliser, changer de métier, aborder ou prendre d'autres périmètres qui historiquement ne dépendaient pas de ce qu'on appelait la sécurité des systèmes d'information. On s'est posé ces questions-là et on a pensé qu'il était important et utile de partager ça au-delà de nos cercles ou du CESIN, au travers des assises, avec deux visions. La vision qui va être portée par Jamal, qui un peu représente ce qu'au sein du CESIN, on a commencé à formaliser et à mettre en œuvre comme piste de réflexion. Et puis la vision de Nicolas, qui lui a la chance, enfin chance ou pas, ça ce sera à vous de vous faire votre propre opinion, de vivre cette transformation du rôle de RSSI. Et donc il nous apportera un petit peu son retour terrain sur qu'est-ce que ça change par rapport à l'image qu'on peut avoir du RSSI classique. Et lui, son expérience dans son entreprise et son vécu. Juste donc pour repréciser, Jamal est le CISO groupe Decilor et Nicolas le RSSI. Il a gardé le nom au sein de la Française des Jeux. On va faire d'abord un petit retour sur ce qu'est le CESIN. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le Club des experts en sécurité de l'information et du numérique, donc un club de RSSI et uniquement de RSSI, dont la vocation, là les grandes valeurs sont rappelées là, mais l'idée c'est vraiment de partager entre pairs, de partager et nos réussites mais aussi nos échecs, et puis les réflexions qu'on peut avoir sur des sujets comme ceux-là, des sujets un peu de fond, et de pouvoir trouver parfois une écoute et des réponses qu'on n'aurait pas ou qu'on ne trouve pas évidemment dans la presse. Aujourd'hui, c'est plus de 200, alors c'est même 270 membres, si je ne me trompe pas. On a fait une petite statistique pour voir la représentation dans les entreprises du CAC ou du SBF 120. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au final, on est quand même aujourd'hui assez représentatif, et vous verrez dans le panel qu'on va montrer après, on s'est appuyé sur le baromètre qu'on a réalisé l'an passé, on représente quand même une bonne partie de l'industrie, de la grosse PME jusqu'au très grand groupe. Ce qu'il faut aussi noter, c'est ça, je pense, une des grosses forces du CESIN, c'est 9 groupes de travail dans l'année, donc un vendredi par mois, on se réunit, on est une petite centaine pour travailler, pour échanger sur des thématiques. Et puis c'est un congrès, une fois par an, à Reims pour l'instant, où pendant 2 jours, on échange sur des thématiques de cybersécurité au sens large du terme. Donc pour ceux qui ne sont pas encore membres, c'est pas compliqué, vous venez me voir après. Alors 2-3 petits rappels, histoire d'introduire un peu le sujet. On a réalisé un baromètre qui est sorti en début d'année sur la sécurité au sens large du terme. Et j'ai ressorti les éléments qui allaient nous parler aujourd'hui concernant notre thématique sur l'évolution du métier. Un petit zoom sur la représentativité. On voit bien que parmi les répondants, ce sont des gens du métier, des experts de la sécurité des systèmes d'information, qu'on représente grosso modo, quand on regarde la proportion de taille de collaborateurs, comme je le disais, plutôt des grosses PME jusqu'à des grands groupes. Donc avec des devices, ça c'est évidemment qui sont en adéquation. 125 répondants. On va renouveler l'expérience cette année, donc on aura un deuxième baromètre qui sortira début 2017, qui viendra compléter. Et cette volonté de sortir le baromètre et d'avoir cette vision sur plusieurs années de l'évolution des tendances dans notre secteur. Ça, c'est quelque chose auquel le CESIN est attaché et donc on continuera à mettre en avant. Concernant la transformation numérique des entreprises, dans notre baromètre, 93% des répondants
nous disaient que c'était un enjeu stratégique pour leur entreprise. Donc ce n'est pas un sujet anodin, ce n'est pas un sujet qu'on traite parce que tout le monde en parle dans l'actualité ou parce que d'un coup notre marketing a une idée géniale et ils vont sortir une application mobile sur smartphone pour toucher nos clients. Non, c'est vraiment un enjeu fort, voire même très très fort pour certaines entreprises et en tout cas une préoccupation de l'ensemble de nos membres, 93% de nos membres. On voit aussi que par rapport au positionnement aujourd'hui de la sécurité des systèmes d'information, on est majoritairement encore rattaché à une direction technique, la DSI, pour la plupart d'entre nous. Pour certains, plutôt dans les grosses entreprises, on a une forte tendance à rattacher la fonction SSI à la direction des risques, mais effectivement, c'est assez rare de trouver une direction des risques, sauf dans les grandes entreprises. Donc aujourd'hui encore, un fort rattachement à une entité, la DSI, qui est vue comme le bras technologique de l'entreprise. Autre point et autre chiffre intéressant qui est ressorti du baromètre, 58% des répondants estiment qu'aujourd'hui l'arsenal qu'on a à notre disposition ne répond pas aux enjeux de la transformation numérique. Et là, on a quelque chose qui est quand même assez frappant. 93% des entreprises, en tout cas des répondants, estiment que la transformation numérique, c'est un enjeu stratégique, mais on n'est plus de la moitié à se dire, mais on n'est pas outillé pour. Donc là, il y a un questionnement, et c'est ce pourquoi on s'est dit, mais il y a sûrement quelque chose à faire et des changements à apporter, soit dans les solutions, soit dans l'organisation et la façon d'adresser et d'accompagner la transformation numérique de l'entreprise. Dernier point avant de passer plutôt à l'échange et au partage d'informations avec vous, et ce sera le dernier slide avec quelques chiffres. Justement, quand on parle de les leviers, quels sont les leviers qui nous permettraient d'avancer sur cette transformation numérique, ce qui sort en premier lieu, ce ne sont pas des solutions technologiques, ce sont des leviers qui sont liés à la gouvernance, à l'acculturation, formation, la sensibilisation. On est sur des leviers qui sont éminemment humains, qui sont dans le relationnel, dans le savoir-être, dans le savoir-faire, et qui ne sont pas technologiques. Même le troisième point, l'adaptation des outils existants ou des solutions existantes aux nouveaux usages, on n'est pas nécessairement dans des solutions technologiques. Donc là, on est vraiment sur des facteurs où on sent que la solution, elle n'est pas technique, elle n'est pas technologique, on ne va pas sortir la killer app qui va nous aider à devenir les rois de la transformation numérique. Non, elle est dans la façon dont nous, on va pouvoir se changer et accompagner le métier. Donc là, il y a quand même des choses qui nous paraissaient intéressantes à creuser. Alors, on va attaquer la partie échange avec Jamal et Nicolas. On a réservé une petite part, normalement, de temps suffisant pour les questions-réponses. On essaie de garder les questions-réponses pour la fin. Et puis, si jamais il y a vraiment une question où brûlée de la poser, où on est tellement à côté de la plaque qu'il faut nous sortir de la salle, n'hésitez pas, mais sinon, essayez d'être un peu patient. Jamal, on a vu donc sur les slides du baromètre que un des principaux enjeux aujourd'hui sur la transformation numérique, c'est de placer la gouvernance de cybersécurité, en tout cas de la modifier, de la transformer pour pouvoir répondre aux enjeux de l'entreprise. Qu'est-ce que, pour les membres du CESIN qui ont travaillé sur cette réflexion-là, qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Alors effectivement, on a démarré une réflexion autour de CESIN, au sein du CESIN, pour essayer de comprendre des tâches qui sont normalement de la responsabilité du RSSI ou du CISO, quand on parle du CISO à la façon anglaise. Et clairement, on voit très bien que petit à petit, il faut que les fonctions aillent de plus en plus vers les métiers, davantage vers les métiers plutôt que vers la technique. Il est bien évident qu'aujourd'hui, un RSSI qui fait ses mails et qui reste à son bureau, il est appelé à disparaître. Hein. Il faut être clair là-dessus. Donc, on a essayé d'imaginer un peu quelles sont les différentes fonctions que ferait un RSSI versus celles que ferait un RSI, un responsable de sécurité de l'informatique. Et donc, on a essayé de découper ça. Et clairement, aujourd'hui, on ne peut plus faire de la sécurité comme on l'a fait jusqu'à présent. On voit très bien que la sécurité telle qu'on ou la politique de sécurité telle qu'on la connaissait aujourd'hui est plutôt has-been.
On ne va plus dire on fait une politique pour 3 ans et on y reviendra dans 3-4 ans et on verra. Non, aujourd'hui, clairement, c'est quelque chose qu'il faut adapter au jour le jour. Si vous regardez par exemple le big data, vous comprenez bien que c'est complètement différent de BI. Avant, on modélisait, on mettait la sécurité en face et on développait, on fournissait les résultats. Aujourd'hui, on a un data lake, on a des informations que dans un lac, on y pêche et après on modélise et on regarde la sécurité. Donc on voit très bien qu'il faut revenir, je dirais, d'une manière régulière devant les métiers pour justement mettre en place la sécurité et surtout veiller à ce que la confidentialité de l'information continue à être assurée de manière, je dirais, pérenne. Voilà, donc globalement, c'est un métier, certes, qui en forte croissance. On le dit toujours, mais pourquoi on parle tant de nous? Oui, tant mieux. On parle beaucoup de nous, à mon avis, pour au moins 2 raisons. C'est que l'important, c'est que le métier prend de plus en plus de l'importance de les organisations de l'entreprise. Ça, vous le voyez très bien. Et puis, la deuxième raison, c'est que tous les jours, dans l'actualité, il y a quand même des incidents qui font que ça remonte au top management et on peut quand même s'exprimer un peu plus facilement. Cela étant dit, je pense que le métier, effectivement, on a un focus aujourd'hui sur nous. Quand on a le projecteur braqué sur nous, tout se voit, aussi bien le succès que le non-succès. Clairement, on a vu qu'il y a un virage à prendre aujourd'hui dans le métier qu'il ne faut pas rater. L'arrivée des nouvelles technologies que vous pouvez tous imaginer, les IoT et le cloud, auquel on ne se pose plus de questions maintenant s'il faut y aller ou pas, mais surtout comment y aller. Mais aussi de nouveaux métiers dont on parlera peut-être tout à l'heure, Stéphane, mais avec lesquels il va falloir collaborer. Donc c'est un changement, je pense, qu'il va falloir maintenant opérer, et c'est un virage qu'il ne faut pas rater. Tu as parlé là dans ce que tu viens de dire du RSI, on l'appelle après comme on veut dans les entreprises, mais le responsable de la sécurité informatique, oui. Et donc qui est vraiment très proche là plutôt de la DSI. Tu as parlé des métiers. On a vu dans le baromètre qu'on avait aujourd'hui à peu près 3/4 de nos confrères qui étaient rattachés à une DSI. Est-ce qu'aujourd'hui on a le sentiment que ça devient un handicap dans l'évolution de notre métier ? Alors, pour rester diplomatique, je dirais que le RSSI, il faut le placer là où il sera le plus efficace. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas forcément effectivement le rattachement à telle ou telle personne, c'est surtout est-ce qu'elle est autonome, est-ce qu'elle est capable de faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est très important. C'est vrai que le baromètre de César montre clairement qu'on continue à être attaché aux directions techniques, en tout cas le système d'information, parce que probablement que l'origine de la majorité des RSSI viennent de l'informatique. Il n'est pas certain que ça continuera dans l'avenir comme ça, mais quand même aujourd'hui notre origine vient de l'informatique. Ce qu'on voit quand même d'une manière aussi assez générale et même que je vois à l'étranger, c'est que plus l'entreprise est mature, plus le RSSI est rattaché à une autre direction que l'informatique. Ça, c'est très important. Je dirais même que tant que l'entreprise n'est pas mature, il vaut mieux être à la DSI pour être proche un petit peu de ceux qui font et pour les aider à mettre en place les process qui vont bien. Cela étant dit, moi j'ai interrogé un certain nombre de personnes, de nos adhérents au CESIN, pour leur dire, et en tout cas ceux qui ont vécu les 2 organisations, rattachées à la DSI ou pas, il y a clairement quand même plus vers ceux qui ne sont pas attachés à la direction des systèmes d'information, parce que clairement là, ils ont plus d'autonomie et ils sont plus proche des métiers. Donc ça, c'est plutôt la tendance qu'on voit. Donc petit à petit, probablement un certain nombre de RSSI iront probablement dans les directions métiers et pourquoi pas à la direction générale, parce que le dernier, on en voit sans arrêt aujourd'hui des études qui montrent clairement que la sécurité devient une affaire de PDG, de CIO. Donc on peut plus en plus avoir l'oreille de CIO, donc on peut espérer grimper dans la hiérarchie. Merci Jamal. Nicolas, on a vu qu'à peu près 60% des répondants estimaient que les solutions qu'on avait aujourd'hui à notre disposition ne répondaient pas aux enjeux de la transformation numérique des entreprises. Alors toi qui travailles dans une entreprise qui est plutôt à la pointe sur la transformation numérique, est-ce que tu partages ce constat de la profession, à savoir que les outils qu'on avait historiquement à disposition ne sont pas nécessairement toujours adaptés aux nouveaux enjeux et aux nouveaux challenges du numérique ? Alors, je ne sais pas si on est à la pointe. En tout cas, cette transformation, elle a été amorcée maintenant il y a un petit peu de temps, donc on est plutôt... c'est un process, un ongoing process, comme on dit en anglais. Simplement sur le sujet des solutions de sécurité, et là je ne vais rien vous apprendre, c'est mon expérience, mais c'est probablement aussi la vôtre.
le jour où le fait d'acheter une solution de sécurité, ça résoudra un problème de sécurité en soi, je veux dire, on le saura, quoi. Évidemment, ça suffit pas. On parlait des facteurs humains tout à l'heure. On parlait du fait que le DSI, que le RSI, est-ce qu'il doit être rattaché ou non à l'IT. Ça, c'est des histoires de statut, en fait, c'est des histoires de mots. Moi, je crois que c'est un peu le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est pas tellement le statut sur le papier. Ce qui compte, c'est la responsabilité que l'on pense porter, en fait. C'est ça qui est important. Moi, j'ai travaillé avant chez FDJ, donc j'étais chez Vente Privée pendant 8 ans. C'est des sociétés dans lesquelles, en fait, votre statut, dans la conversation, ça prend la première seconde et après, ça disparaît. Ce qui est important, c'est votre légitimité, les questions que vous posez, les réponses que vous apportez. Donc, sur le digital, on parle d'une transformation, on pense tout de suite à la transformation technologique. On pense au statut, on pense au rôle et responsabilités, mais c'est aussi un changement de culture, selon moi. C'est-à-dire, c'est aussi casser ces frontières qu'on a entre les différents services. Alors, juste sur le digital, moi, ce que j'entends par là, parce que ça regroupe quand même beaucoup de notions, beaucoup de sujets. Là où il y a des enjeux de sécurité sur le digital, moi, ce que je constate, par exemple, c'est une frontière extrêmement poreuse entre tout ce qui est vie privée et vie professionnelle. Tout ça, en fait, dans le digital, si on traduit mot à mot, digital, numérique, c'est pas pris dedans, mais aujourd'hui, le mouvement que l'on constate, qui est un mouvement planétaire, ça englobe tout un tas de notions qui ne sont pas le digital pur. C'est par exemple les réseaux sociaux, le BYOD, les mails perso. Voilà, dans votre entreprise, vous avez peut-être ce problème-là. Cette frontière, elle est ténue. On a même une législation en France qui n'est pas du tout compatible avec ces nouveaux usages. Moi, j'aime bien recevoir un mail à 22h. Ça ne me dérange pas. Par contre, il y a des fois, ça va me déranger, je ne vais pas y répondre. Et ben, c'est mon choix. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va m'expliquer ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, ça, c'est un enjeu en termes de vie privée, en termes de confidentialité de la société aussi. J'ai le droit d'utiliser un terminal qui n'est pas un terminal fourni par la société. Ça, vous pouvez tous dire que c'est interdit dans vos sociétés, mais à la fin, les gens en ont peut-être besoin. Donc, il faut les entendre. Voilà. Et ça, pour ça, on n'est juste pas prêt. On n'est pas prêt, on n'a pas la maturité pour gérer ça aujourd'hui. C'est pas grave, on va l'acquérir. Mais il faut juste se le dire, en fait. Deuxième élément de la transformation digitale, c'est, selon moi, uniquement, le caractère immédiat du service, en fait. Immédiat, ça veut dire que c'est compliqué quand un service ne nous est pas rendu parce qu'il est 4h du matin. Ça, c'est plus possible. Moi, je me souviens, je suis passé de 10h à Spotify pour écouter de la musique, non pas parce que Spotify, c'est une meilleure offre, parce qu'il y a un jour où j'ai lancé 10h, ça n'a pas marché. Et ça m'a pris 4 secondes de m'inscrire sur Spotify. Je pourrais revenir sur 10h une autre fois, c'est pas grave. Mais voilà, c'est le côté immédiat de l'offre, en fait. Le caractère instantané. Et nos enfants, je pense qu'on a tous des enfants à peu près dans la salle, ils sont en train d'être éduqués dans une société comme ça. Moi, ma fille, de temps en temps, elle me dit « je veux tel dessin animé, à telle heure ». Et je me dis « ouais, mais moi, quand j'étais môme, je devais aller voir le programme télé, c'était pas tout de suite, c'était le lendemain. » Bon. Donc ça va pas s'arranger avec la façon qu'on a de vivre voilà, pour nos enfants et nos petits-enfants. À côté de ça, il y a aussi ce mouvement d'ouverture en fait, des systèmes d'information en dehors de la société, en dehors des infrastructures domestiques de la société. Ça, c'est pareil, hein, quand vous parlez du digital, les gens ils mettent ça dedans. Alors que bon, c'est pas dans la définition stricto sensu. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de services qui sont offerts en B2B, en B2C ou même par rapport aux collaborateurs qui ne sont pas des services hostés chez nous. On le voit bien avec les solutions de KSB, enfin toute cette mouvance-là, tout ce mouvement qui existe, qui permet d'essayer de commencer à être un peu plus mature sur ces sujets-là en termes de sécurité. Alors il y a un autre élément aussi, moi, que j'ai identifié, c'est la déspécialisation des métiers. De ce que je constate, moi, dans les sociétés dans lesquelles je travaille, c'est qu'on se retrouve avec des gens à l'IT qui ont plutôt des raisonnements et des réflexes de marketeux, ou RH, pourquoi pas, ou des juristes, à la limite, on s'en fiche. On a des gens en juridique qui sont très très bons en matière de sécurité, parfois. On a des gens au market qui sont capables de développer des applis mobiles, et ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est le sens de l'histoire, en fait. Et si on veut lutter contre ça, c'est une bataille qu'on a déjà perdue, selon moi. Mais c'est un vrai créneau. C'est un vrai créneau, c'est une vraie chance parce que ça permet d'avoir une proximité avec le business, avec les métiers. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le métier de RSSI demain, pour moi, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va être business partner, de chaque métier de l'entreprise. Donc si aujourd'hui, vous ne discutez pas, par exemple, pas souvent avec les ressources humaines, pas souvent avec le market, pas souvent avec vos BU ou avec la finance, ça veut dire qu'il faut déjà vous poser la question, est-ce que vous pouvez continuer sur ce train-là, en fait ? Ou est-ce qu'à un moment, il faut sortir de son fauteuil, se lever, aller voir les directions et leur expliquer qu'il va falloir faire de la gestion du risque.
et que ce risque, c'est eux qui en sont propriétaires. C'est pas une direction du risque qui travaille dans un service où personne ne sait où ça se trouve. Non, les gens qui prennent les décisions sur le traitement du risque, c'est le business. Dernier élément pour moi sur le digital, c'est la mobilité. Donc ça paraît évident. C'est le fait que même pour des collaborateurs internes, pour du B2C ou pour du B2B, on va utiliser de plus en plus des terminaux mobiles pour adresser ces clients-là. Donc ça, c'est pareil, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on s'est un petit peu fourre-tout le digital, et dans le digital, on met ces éléments-là. Ce sont quand même des terminaux qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, quand je dis qu'on n'a pas l'habitude, ça fait pas 20 ans qu'on travaille sur la sécurité des mobiles. Et donc ça veut dire que là-dessus, il faut acquérir de la maturité. Et tout ça, selon moi, si on veut être efficace, et si on veut être crédible en tant que RSSI, c'est qu'il faut qu'on accepte ce cycle de maturité, c'est-à-dire la culture par l'erreur. La culture par l'erreur, c'est qu'on ne va pas avoir bon à tous les coups. On va se planter, on va prendre des décisions, on va apprendre. Il va y avoir des incidents de sécurité, on va les traiter, et on va essayer d'éviter de faire 2 fois les mêmes. Ça, c'est un discours qui est difficile à porter dans une société, parce qu'on attend de nous qu'on soit parfait du premier coup, mais ça, c'est pas tenable. C'est pas tenable dans les faits, et en plus, ça fait croire à tout le monde que la responsabilité, elle est quelque chose qui est porté uniquement par le RSSI. Et ça, c'est pas réaliste. On dit souvent la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est la formule un peu bidon qu'on utilise dans nos intranets. Mais dans les faits, il faut vraiment que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, quand quelqu'un prend une décision sur de la gestion du risque dans une BU quelconque, il faut qu'on soit co-acteur de cette décision-là. Il faut qu'elle s'en sente responsable et qu'elle soit convaincue que c'est la bonne. Et nous, du coup, on doit être convaincants. Voilà, on doit leur faire se poser la bonne question. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois le métier de demain. Et ça veut dire qu'effectivement, sur le positionnement, le côté j'ai un métier bien délimité avec un périmètre qui s'adresse à l'IT avec des rôles, des statuts formels et informels, une hiérarchie formelle puis une hiérarchie verticale. Ben ça, en fait, si on continue dans ce mode-là, on ne pourra pas y arriver. Je voulais rajouter, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Nicolas, mais quand on parle des risques, effectivement, ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on y va directement sur les risques IT, ce qui est à mon avis une erreur. C'est qu'il faut toujours commencer par les process métiers, parce qu'à chaque fois qu'on va avec le business et qu'on commence par leur parler de leur process métier, prise de commande, fabrication, facturation, là, ils comprennent très bien de quoi on parle et ils nous écoutent. Si vous leur parlez tout de suite du serveur, de soft, de patching, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vous écouter. Donc je pense que là, c'est vraiment la démarche sur laquelle il faudrait y aller progressivement. Et c'est ce qui se passe dans certains pays déjà, autres que la France. Justement, au sein du CESIN, tu as piloté un groupe de travail qui justement réfléchissait sur cette évolution du métier, sur ce changement de discours qu'on doit avoir avec nos métiers, et pas leur parler de nos problèmes techniques ou technologiques, mais bien de leur parler de leurs enjeux à eux par rapport à leur process métier. Est-ce que d'autres tendances ou d'autres mouvements de fond sont sortis de ce travail avec le groupe du CESIN ou... Non, oui, donc on a effectivement travaillé sur le sujet. Donc la tendance, c'est de voir effectivement les RSSI, puisqu'on parle beaucoup des RSSI, mais on a essayé d'essayer de trouver un nouveau nom, hein, vous voyez. Mais évidemment, un nouveau nom ne se décrète pas, hein, c'est à nous de le défendre. C'est qu'on essaye de penser plutôt à un directeur des ressources numériques, parce qu'on pense que demain, il ne faut pas parler technique, mais il faut vraiment s'approcher des business et leur parler des problèmes, enfin de leurs problèmes, parce que comme disait Nicolas, c'est pas au RSSI de porter les risques. Souvent on dit c'est au RSSI de prendre les risques. Non, le RSSI doit justement étudier, analyser les risques et les évaluer, mais c'est pas du tout au RSSI de les porter, c'est au business eux-mêmes de les prendre. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien comprendre que la technique, oui, mais ça ne doit pas dépasser les 15-20% de notre job si on veut effectivement tenir, je dirais, ce qu'on attend de nous demain. D'ailleurs, moi j'ai regardé un peu, puisqu'on parle des RSSI, sur Wikipédia, si vous essayez de traduire RSSI en anglais, vous trouvez que c'est CESO. Alors, il y en a un, c'est responsable de sécurité des systèmes d'information, et l'autre, c'est Chief Information Security Officer. Je ne suis pas convaincu que la traduction est bonne, hein, très honnêtement. Il y a quand même, je pense, un positionnement aujourd'hui de RSSI en France qui, à mon avis, mérite d'être mieux considéré, en tout cas. Mais la façon d'être considéré, en tout cas, d'améliorer la perception des métiers de notre fonction, c'est de leur parler de leurs problèmes.
non pas de rester côté IT et de régler, je dirais, les problèmes de patching ou de password. C'est vrai, il faut s'en occuper, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un axe non négligeable. Mais encore une fois, je pense que le ciseau de demain, ou le RSSI de demain, la technique ne devrait pas prendre plus de 20%, je dirais, de son temps. Il faut qu'il ait effectivement ce background technique pour qu'il puisse mieux dialoguer avec les techniciens et pour ne pas le rouler aussi. Mais ce n'est pas forcément sa fonction principale d'aller vraiment patcher les machines ou de s'occuper des passwords. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il faut changer de langage, il faut changer de vocabulaire. Si vous allez voir les grands patrons, vous leur parlez technique, ça ne marche pas. Vous leur parlez perte de chiffre d'affaires, perte de l'image, là vous aurez l'oreille. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début, quand je parlais au business, on me regardait, on me disait fais vite parce qu'on n'a pas le temps. J'ai compris qu'il ne faut plus leur parler technique. Aujourd'hui, quand je leur parle vraiment au business, souvent j'ai une demi-heure. En fait, je reste 1h30, ils ne veulent toujours pas me lâcher. Pourquoi ? Parce que je leur parle exactement de leurs problèmes. Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle la digitalisation. C'est vraiment accompagner les métiers dans leurs problèmes quotidiens et leur apporter les solutions. Évidemment, on a parlé souvent de RSSI qui est Business Enabler. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément non tout le temps. Évidemment, il faut oublier ça, mais c'est oui, mais. Oui, mais le business est prêt à l'écouter. Est prêt à l'écouter. Si un business vous dit, puisque tu m'as dit que tel risque, j'abandonne, lui, non, ce n'est pas du tout une bonne décision. Je viens de te dire qu'il y a un risque, mais il y a des moyens pour le réduire. Et là, ils sont à l'écoute et vous avez leur confiance. Donc, je pense que c'est un métier qui a beaucoup de choses à faire. C'est un métier transverse qui doit pouvoir effectivement parler au RH, au juridique, aux financiers, aux logisticiens, et évidemment à la direction générale. Mais évidemment, ça demande un changement de posture, un changement de langage. C'est très important, je pense. Et du coup, avec l'émergence de ces nouveaux métiers comme les CDO ou même pour ceux qui ont assisté à certaines conférences ou ateliers sur le GDPR, les DPO qui vont arriver dans l'entreprise, est-ce que ça veut dire qu'on a de nouveaux acteurs avec lesquels interagir au sein de l'entreprise ? Oui, clairement, il y a des nouveaux acteurs. On parle de CDO, on parle de DPO. C'est demain nos partenaires, il faut pas les négliger. Au sein de Césin, on n'a pas forcément une religion bien faite autour de tout ça, mais on n'est pas, comme toutes les grosses entreprises, on parle de DPO, on ne sait pas encore quelles sont exactement les tâches que doit lui faire versus ce que moi je dois faire. Je pense que c'est des choses qu'on va éclaircir dans l'année à venir. D'abord au Césin, parce qu'on a un certain nombre de groupes de travail autour de ce sujet-là. Mais je pense clairement qu'il faut intégrer ces nouveaux métiers. Il faut les intégrer. Évidemment, il faut les intégrer en les aidant, mais aussi en s'imposant. Il ne faut pas non plus que demain, le RSSI devienne la petite main des DPO ou des CDO, mais plutôt un partenaire à compétences égales, à pouvoir égal, je dirais. Et ça, c'est un moyen qu'on peut faire. Moi, je pense qu'effectivement, quand on parle GDPR, il y a une notion juridique qui est importante, mais il y a quand même data protection. Et data protection, c'est quand même les meilleurs qui peuvent en parler, c'est quand même les RSSI. Donc, je crois qu'il ne faut pas négliger ça. Mais oui, il va falloir travailler avec eux, il va falloir monter un partenariat avec eux. Bon, il y aura des choses qu'eux vont faire, et il y aura d'autres choses que les RSSI va faire, mais il y a obligatoirement des chevauchements, des points d'intersection sur lesquels il faudra s'entendre. Oui. Nicolas, ça se passe comment à la Française des Jeux ? Est-ce que ces métiers-là existent ? Est-ce que tu as un Chief Digital Officer qui vient de parler ? Si vous en avez un, moi ça m'intéresse, on en cherche. Déjà maintenant on sait à peu près ce que c'est. On a vachement de temps, on en cherchait avant de savoir ce que c'était, donc maintenant ça va, on a compris. Donc on sait à peu près ce qu'on va lui faire quand il va arriver. C'est déjà pas mal. Là-dessus, c'est marrant parce qu'il y a 2 semaines, j'ai participé à un groupe à la Française des Jeux où justement on revoyait la fiche de mission du futur Chief Data Officer. Et en fait, c'est super drôle parce que dans l'émission, il y avait assurer le bon niveau de confidentialité et de sécurité des données. Et donc c'est le gars qui fait ça, quoi. Et donc parmi les missions, vous verrez dans les choses qu'on souhaite que ces gens-là mettent en œuvre, il y a le fait de marketer la data. Par exemple, vous avez de la data qui a de la valeur, et du coup on va créer de l'offre autour de ça. Voilà. Moi je leur ai dit, si on trouve le bon gars,
Ça veut dire qu'en gros, dans 2-3 ans, si je prends un exemple, par exemple, je sais pas moi, donc le monde des loteries, c'est un monde assez petit, la fraude, par exemple, on pourra peut-être vendre un service aux autres loteries en disant, voilà, les fraudeurs que nous, on a identifiés, c'est ceux-là, puis on vous fait payer. Voilà. Mais du coup, quand même, à la fin, c'est du business, quoi. C'est fait pour gagner de l'argent. Alors, est-ce que cette personne-là, elle va se dire au dernier moment, non, je vais faire super attention à ce qu'il y ait un bon niveau de confidentialité et de sécurité. Je suis pas sûr que ça va être son premier réflexe. Donc, le fait qu'elle soit contributrice, c'est une chose. Le fait qu'elle apporte un certain nombre de garanties, c'est une chose. En avoir la responsabilité, je trouve que c'est un peu antithétique avec une de ses missions qui est de marketer la data, quoi. Je me gourre peut-être, parce que ça se trouve, dans 5 ans, vous allez vous moquer de moi en vous disant, mais il a rien compris, c'est possible. Mais comme ça, moi, c'est un truc qui m'interpelle. Donc oui, on a un sujet de fond là-dessus. En fait, nous, j'ai l'impression qu'on est plus près sur la partie DPO, parce qu'on a un service juridique avec... c'est la culture de la Maison Française des Jeux, on a un gros service juridique, on fait très très attention à tout ce qui est protection des données personnelles, même au niveau collaborateur, on a des gens qui sont extrêmement vigilants sur le sujet, et on a comme instruction dans la maison d'être un peu référence sur le sujet. Donc du coup, c'est vrai que ça fait partie de la culture maison. Donc on est prêt là-dessus, on est moins prêt sur la partie data officer. Voilà. Maintenant, moi, encore une fois, c'est uniquement mon avis, mais si on considère la data comme une ressource qui est si importante que ça pour l'entreprise, comme n'importe quelle autre ressource qui la fait vivre, les ressources humaines, les ressources financières, l'IT, un jour on aura une direction de la data, je pense. Voilà. Ça risque de se terminer quand même comme ça, cette histoire. Et donc on peut aussi se poser la question, est-ce que ce ne sera pas aussi intéressant que le CISO se retrouve dans cette direction-là? Pourquoi pas? Moi, après, encore une fois, les statuts, je m'en fous. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut juste que les missions soient quand même claires et avoir la légitimité pour les exercer. Mais enfin, c'est quand même une piste, je pense. Donc on n'est pas plus mature que les autres. Pour répondre à la question là-dessus. Il y a un partage d'expérience quand même et un retour qui est intéressant. On a beaucoup parlé, et d'ailleurs dans nos panels et dans les échanges là, d'un monde qui était plutôt centré sur la France et sur l'expérience française et la façon dont le RSSI, alors là du coup, était vu en France. Jamal, toi qui as la chance de pouvoir voyager de Monaco à Hong Kong, comment tu vois cette évolution du métier, mais du coup plutôt à l'international et vu avec des yeux étrangers? Alors, je pense que le métier ne change pas fondamentalement. Le cloud, il est partout, les IoT, il y en a un peu partout. Ça ne devrait pas changer grand-chose en termes de ce qu'on a à faire. Ce qui me paraît très important, en revanche, c'est la perception. C'est-à-dire comment le CISO, parce que quand on parle d'international, on parle de CISO, est vu à l'international versus la France. Clairement, un CISO à l'international, vous allez aux États-Unis avec une casquette CISO, vous êtes quelqu'un d'assez bien placé parce que vous êtes le C-level, donc c'est quand même pas rien. Et en général, on déroule le tapis rouge pour vous et c'est quand même appréciable. Ce n'est pas encore le cas en France. C'est pour ça, je pense qu'aussi, beaucoup de RSSI restent encore, je dirais, peut-être rattachés plutôt à la partie technique purement. Mais globalement, ce que je vois un peu à l'international, un peu partout, je vois trois profils, on va dire, quand on regarde. Si je regarde le côté Amérique du Nord, les CISO gèrent la sécurité principalement par la conformité. La conformité a dit, je fais ce que dit la conformité. Alors, n'allez pas me faire dire qu'être CISO aux États-Unis, c'est plus simple, c'est pas ça. Parce que quand même, quand vous regardez le nombre d'États qu'il y a aux États-Unis et la réglementation qui est parfois différente d'un État à un autre, c'est pas forcément très simple. Mais ils sont assez attachés à la réglementation. C'est quand même assez simple, en tout cas, j'ai l'impression. Vous avez de l'autre côté l'Europe du Nord, où pour moi, c'est des gens qui savent ce que c'est que le risque. Donc, ils traitent beaucoup la sécurité par le risque. C'est vrai que quand on va parler un Anglais, un Suédois au Norvège, du risque, j'ai l'impression qu'ils pigent beaucoup bien ce que je leur dis. Parce qu'ils ont cette notion de gestion de la sécurité par le risque. Et puis vous avez un peu nous qui sommes un peu au milieu. Donc, on gère par la conformité, par les risques, et pour être un peu aussi plus honnête, par la douleur.
Donc voilà, globalement, je dirais les différents profils qu'on voit. Je pense qu'on progresse, hein. Clairement, en France, je vois bien qu'on progresse et il y a maintenant des gestions de risque dignes de ce nom. Mais voilà. Mais moi, je pense que principalement, c'est lié à l'évolution. Quand on parle effectivement des États-Unis, bon, la sécurité, ils savent ce que c'est, ils sont assez sensibles à ça. Bon, chez nous, ça l'est un peu moins, mais ça progresse. Un peu plus latin, quoi. Ouais. Est-ce que toi, Nicolas, tu as une vision particulière sur cet aspect un peu international ou la française des jeux reste très française? Alors ouais, la française des jeux reste très française, mais moi j'aime bien, c'est pas plus mal. Voilà. Sur la question conformité et gestion du risque, c'est délicat comme question parce que c'est justement pour ça que j'y suis. C'est-à-dire que la sécurité a toujours été gérée dans cette société et sponsorisée par la conformité. Ce qui est efficace la plupart du temps, sauf quand on se transforme. Alors dans un monde de monopole, on n'a pas besoin de se transformer, parce que c'est un monopole, sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens autour de vous là, qui jouent au loto dans les bars, ils n'ont pas 18 ans, quoi. Donc ça veut dire que la population à venir, et l'avenir de cette société, elle se porte sur une population cible qui n'est pas celle... la courante, quoi, la masse de clients qu'on a actuellement. Et donc, la transformation, chez nous, est un enjeu stratégique majeur. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'y arrive pas, on va tranquillement vivoter sur notre monopole, et puis la pyramide des âges va faire qu'un jour, ça va s'arrêter gentiment, quoi. Voilà. Donc, sur l'aspect conformité, pour en revenir à la question, c'est ce qui a sponsorisé la sécurité pendant longtemps. Et on arrive à des cas, si on fait que ça, moi, je constate des cas absurdes. Je constate des cas où, en fait, alors c'est pas des problèmes c'est pas de l'absurdité au sens où il y a une exposition au risque importante ou des incidents de sécurité. C'est des situations en fait où on empêche les gens de travailler, on empêche les gens de bosser, quoi. Et quand ils nous demandent pourquoi, nous on leur répond que c'est pour être conforme au système, au SMSI par exemple, ou c'est pour être conforme à l'ARGEL. Et en fait, ce qu'on a oublié de leur expliquer, c'est le sens profond, la raison pour laquelle on leur fait faire ça. Et ça, c'est essentiel parce que ça va leur donner une capacité d'improvisation aussi, une capacité d'analyse que nous, on n'aura pas parce qu'on ne connaît pas le business comme eux. Et donc ça, c'est important. Alors la conformité, moi, je pense que c'est un des deux piliers, mais le deuxième pilier, c'est justement la gestion du risque. Donc c'est toute la partie, justement, où finalement, je prends le cas de... Je me suis fait remettre rouge en face de moi, c'est lui qui m'a formé à l'ISO 27000, j'en profite. C'était ma fête. Non, justement, moi je crois que être conforme à une norme, c'est une chose. Avoir compris le sens de la norme, c'est autre chose. Et si je prends celle-là, mais je pourrais en prendre d'autres. C'est parce que tu es en face de moi. Mais en fait, la norme ISO, par exemple, dans la norme ISO, il y a la gestion du risque. Ouais. Ça fait complètement partie de la méthode. Mais moi, je trouve que c'est quand même, si c'est uniquement la conformité qui guide le sujet, ça devient facile de l'oublier, ou en tout cas, même si on le fait, on peut le faire de manière absurde. Par exemple, je vous donne un exemple concret, on peut se retrouver avec un risk manager qui n'a aucun pouvoir de décision, qui est au fin fond d'une hiérarchie. On lui dit, c'est toi le risk manager. Et lui, il dit, finalement, il ne fait que remonter, par exemple, de l'info de temps en temps, et puis il considère qu'il fait son job. Non. Un risk manager, il a un pouvoir de décision, au moins sur le traitement du risque. Après, sur la suite des choses, on prend le relais, mais voilà, il faut remettre les choses au bon endroit. Donc la conformité, c'est important, ça permet aussi d'apporter des garanties, d'accord, vis-à-vis de parties prenantes, typiquement, où ça permet aussi de montrer un bon niveau de sécurité. Moi, par exemple, j'ai l'ARGEL sur les épaules. Je vois qu'elle est là aussi. Voilà, on a. Mais c'est bien ça. Non, mais c'est bien parce que ça permet aussi de montrer que sur un marché, on fait pas n'importe quoi. Il y a des règles, quoi. Et ça, c'est important parce que sinon, on se retrouve avec des têtes brûlées qui font n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et il faut vraiment jouer le jeu de l'analyse de risque, du coup, quand on décide malgré tout d'être conforme. Alors avant de laisser la parole à la salle et donc préparer vos questions, parce que ça va être à vous dans 2 minutes, un dernier point, une dernière petite conclusion. Alors l'un comme l'autre, n'importe, je vous laisse la parole. D'après vous, et pour en revenir au thème, le RSSI doit-il se digitaliser ou se transformer en tout cas, ou alors est-il amené à disparaître, ou peut-être une troisième voie existe-t-elle, mais auquel cas... Moi, je dirais qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il se digitalise. Encore une fois, on voit très bien les changements qui sont importants devant nous. Donc, évidemment, on doit accompagner ces changements-là.
Moi, j'ai l'impression qu'on voit quand même un challenge qui n'est pas négligeable, c'est que on parle souvent des IoT. Est-ce que demain, le RSSI doit s'occuper du pacemaker du PDG, parce qu'il est peut-être connecté au smartphone fourni par l'entreprise? Voilà. Est-ce qu'il doit se connecter de sa voiture s'occuper de sa voiture de fonction qui elle aussi est connectée, peut-être même au réseau d'entreprise? Il y aura certainement des discussions autour de ces sujets-là pour fixer la limite de nos fonctions de demain. Mais sinon, je pense qu'il n'a pas le choix. Hein. Je dirais qu'il faut transformer la sécurité au même temps que la transformation numérique. Hein. Là, il n'y a pas le choix. On ne peut pas y aller à l'encontre de l'évolution. On doit accompagner le mouvement. Si on ne le fait pas maintenant... Si on ne le fait pas maintenant, ça va être compliqué. Si on ne le fait pas maintenant, d'abord il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place et on aura perdu la bataille aussi. Donc on n'a pas le choix, je pense. Tu partages, Nicolas? Ouais, enfin après moi je suis convaincu. Hein. Enfin, je suis convaincu que ça va bien. Non mais on n'est pas plus idiot que les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Moi je pense qu'en France on a quand même un vivier de personnes. Moi chaque fois que je fais un event, je rencontre des personnes super intéressantes qui ont des avis disruptifs. J'apprends des tas de trucs. Ça casse des tas de préjugés que j'avais, des tas de clichés. Et voilà, moi j'ai confiance. Je pense qu'on va y arriver, quoi. Donc se transformer, oui, on va se transformer. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Enfin, je vois pas les choses autrement. Ouais. Merci à vous deux. Merci.